Le 3 juin 2013, un arrêté municipal de la ville de Cotonou, signé du maire Liadi Soglo, attribue un domaine de 4848 mètres carrés pour la construction du marché de Fillon-Routa. Le 28 décembre 2016, un autre arrêté vient attribuer dans ce domaine 10 parcelles à des particuliers et du coup, le site du marché se retrouve réduit à 800 mètres carrés environ. Ceux que nous avons reçus dimanche dernier estiment que c'est un bradage de domaine de réserve administrative. Quelle est la ligne de défense du maire que vous représentez sur cette question? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais, en introduction, d'abord dire que, effectivement, comme vous l'avez dit, le troisième adjoint au maire de Cotonou, mon ami Evoji Isaac, et le conseiller Tekoun, conseiller municipal, que vous avez reçu sur votre plateau dimanche dernier, ont fait une intervention à deux volets. Il y a un volet politique qui porte sur la signature de la convention du Grand Nokwe. Et un volet apparemment technique axé sur la gouvernance foncière et financière. Apparemment parce qu'à y voir de près, on remarque que le deuxième volet, qui est un volet qui est issu de contre-vérité, si vous permettez que je m'exprime ainsi, d'un bout à l'autre, est utilisé par eux pour juste en appui au premier, pour mieux justifier leur opposition, qui les fait passer pour des partisans de la signature de la convention proposée par le gouvernement aux communes. C'est de la pure politique politicienne. Paradoxalement, le troisième adjoint au maire, M. Evoji, qui est mon ami, je le répète, je le revendique, a dénoncé au cours de cette émission la politisation de l'administration municipale. En somme, un voleur qui crie au voleur. L'aspect politique que constitue la signature de la convention du Grand Nokwe ne fera pas l'objet de nos propos ici. Nous sommes ici, en fait, et en tant que ex-deuxième adjoint au maire de Cotonou, en charge des affaires domaniales à l'époque des faits. J'ai été pratiquement interpellé puisqu'il a cité mon nom ici. Nous sommes ici donc, avec le deuxième adjoint, avec le DCF, pour apporter notre part de vérité, notre contribution qui pourra éclairer la lanterne des uns et des autres par rapport au sujet abordé. Justement, on a voulu que votre passage ici soit consacré à des sujets techniques, mais puisque vous avez abordé le volet politique, il faut qu'on puisse en dire un mot avant que vous ne puissiez avancer. Vous avez dit que c'est le voleur qui crie au voleur. Est-ce qu'aujourd'hui, la mairie de Cotonou est politisée, oui ou non? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir un emploi à la mairie de Cotonou si on n'est pas un partisan de Liadi Soglo, si on n'est pas un militant de la Renaissance du Bénin? Vous me permettrez de ne pas répondre à votre question. Je demanderai au DCF, parce que moi je suis aujourd'hui. Vous êtes au conseil. Alors, Moufta Walidou, vous connaissez très bien la mairie de Cotonou. Ça fait des années que vous y travaillez. La politisation, justement, fait partie des dénonciations qui ont été faites il y a une semaine par nos invités. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments matériels qui prouve que la mairie de Cotonou, que l'administration municipale est politisée? Tout à fait. Merci beaucoup, M. Rachidi. Je dois d'abord saluer les téléspectateurs, vous saluer et saluer le PDG de Golf TV, parce que vous avez accepté qu'on vienne exercer notre droit de c'est votre droit le plus absolu. Le plus absolu, oui. Mais dans le passé, on avait eu quelques problèmes quand même. Et cette fois-ci, c'est vraiment bien qu'il n'y en ait pas eu. Maintenant, avant de répondre à la question que vous posez,
Je voudrais dire par rapport au message de la direction de GovTV parlant de reddition de comptes qui ferait obligation au maire de monter lui-même. Le maire est intervenu sur d'autres chaînes. Il est évident que si on aborde des problèmes techniques, c'est certainement plus aisé que les techniciens viennent y répondre. C'est ça qui justifie notre présence. Et la question que vous avez posée... Non, on a juste constaté que même lorsque le maire est politiquement dénoncé, il n'est pratiquement jamais venu sur nos antennes pour se défendre, alors que les autres dirigeants politiques le font. Oui, c'est vrai, mais... Nos antennes sont ouvertes à monsieur le maire, et c'est important que la direction générale lui fasse savoir cela. Tout à fait, mais de toutes les façons, et sur d'autres chaînes, il s'est porté lui-même. Peut-être que c'est GovTV, je n'en sais rien. De toute façon, il est mieux placé que nous tous pour répondre. Il aura l'occasion de vous répondre. Maintenant, je suis l'exemple typique. Moi, je ne suis pas politicien. Il y a longtemps que j'ai décroché. Je l'ai dit ici. Il y a longtemps que j'ai décroché. Je ne suis pas RB, moi. Et donc, la question de la politisation ne s'adresse pas. Et le président Soglo, avec qui j'ai travaillé, m'a fait venir à la mairie en estimant que je pourrais encore faire quelque chose pour aider, disons, le pays. Et il est parti, il a dit, aurait pu, si réellement le problème c'est un problème de politisation, moi n'étant pas RB, c'est quand même un poste assez envié. Directeur des services économiques et financiers, il aurait pu amener... Peut-être parce que vous êtes l'homme des grands dossiers et que c'est un peu risqué pour M. Liadi Vinéan-Soglo de vous faire partir de la mairie de Cotonou. Peut-être que cela pourrait laisser un certain nombre de dossiers à la portée du public, des dossiers sensibles. Vous êtes le directeur des services économiques et financiers depuis des années. Tout à fait. Mais nul n'est vous savez servir le père, vous servez le fils. Tout à fait. Mais nul n'est indispensable. On trouvera si on cherche. On trouvera, même au niveau des renaissants, si on cherche. Je dois dire que celui qu'on a envoyé pour venir me solliciter, alors que j'étais déjà dans l'expertise, j'avais déjà mon bureau d'études qui marchait très bien. C'est bizarrement un doyen, Vigbet, qui est aussi un financier éminent, connu dans le pays. Mais il est renaissant, lui. Il est RB. Le président Soglo dit, allez me chercher, monsieur Alibou, c'est lui que je veux. Donc, ce n'est pas la politisation. Il a dû voir qu'à ce poste-là, c'est mieux d'avoir un directeur qui a l'expertise fiscale que quelqu'un qui a l'expertise du trésorier général. Et les petits emplois, secrétaires, attachés de services financiers, et les autres agents, vous faites partie des hauts cadres de la mairie. Oui. Il est évident qu'on puisse privilégier les critères techniques. Oui. Mais et les petits emplois, puisque ça fait partie de ce qu'on entend, que la mairie de Cotonou, c'est la chasse gardée de la renaissance du Bénin. Où est-ce que vous n'entendez pas ça? Vous avez vu tout ce qu'on voit sur les réseaux parlant du président et du président et Talon aujourd'hui? On a ligne des noms, j'imagine que c'est totalement faux. On a ligne des noms, on dit ça là c'est son oncle, ça c'est ceci, ça c'est cela. Dès lors que vous êtes politicien, que vous êtes responsable, vous devez vous attendre à ce que les gens disent sur vous tout ce qu'ils veulent. Moi, je suis à la mairie de Cotonou, honnêtement, je n'ai pas le sentiment que ce qui est privilégié, c'est l'appartenance à la Renaissance du Bénin ou même l'appartenance à la politique. Je n'ai pas ce sentiment-là. Je veux compléter si vous le souhaitez. Bien sûr, c'est pour ça que vous êtes moi, là. Je suis resté 7 ans. 7 ans comme deuxième adjoint au maire de Cotonou. Tous les recrutements qui ont été faits là, ont été faits sur concours, sur test. Concours ou test, c'est des recrutements réguliers. Nous avons monté par exemple... Avec le scandale de faux diplômes. Avec le ministère de la fonction publique, nous n'avons rien fait en cachette. Nous avons associé le ministère... Je prends l'exemple de la police municipale. Cette police municipale, nous l'avons recrutée et tout a été confié au ministère de la fonction publique, au ministère de l'enseignement. C'est eux qui ont procédé. Les candidatures ont été déposées en bonne et due forme. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que ceux qui composent aujourd'hui la municipale d'informer. Et d'abord, quand nous sommes arrivés en 2003, nous avions quand même trouvé du personnel en place. Nous n'en avons chassé aucun. Ils sont restés, ils ont fait carrière jusqu'à la fin de leur chose là. Et puis quand il était agi de recruter,
nous avons recruté par voie de concours. D'accord. Revenons maintenant sur le dossier de Fillon-Ruta, un marché pour lequel on a réservé un domaine de 4848 mètres carrés, est passé ensuite à plus de 800 mètres carrés environ. Oui. Avant ça, oui. Vous permettez, je voudrais dire, par rapport à l'introduction qui a été faite, que c'est dommage. J'ai le sentiment que le dossier de la signature, effectivement, de la convention du grand Nokoué qui était là, est à la base de toutes les agitations que nous avons vues ces temps derniers sur la mairie de Cotonou. Que les gens veuillent faire de la politique, moi, c'est leur droit. Mais j'estime que c'est grave ce qui est dit. Parce que nous recevons des contrôles quand même. Nous en recevons. On va en parler. Vous parlez d'agitation comme si ceux qui ont parlé n'ont pas évoqué des faits. Non. Alors c'est pour ça qu'il faut qu'on aille aux faits. Il faut qu'on aille aux faits. Oui. Monsieur Loko Emmanuel, premier fait, le dossier du marché de Fillon-Ruta. Qu'est-ce qui explique le fait que l'on soit passé de 4848 mètres carrés en 2013 à environ 800 mètres carrés en 2016? Bien, par rapport à ce dossier, je crois qu'il n'y a pas de problème. Le troisième adjoint au maire, M. Evodji, qui a évoqué le problème, lui-même sait, il connaît bien ce dossier. En fait, ce n'est pas nous qui avons fait le lotissement de cette zone. Au moment où on arrivait en 2003, la zone était déjà lotie et recasée. Même si le lotissement n'était pas entièrement achevé, parce que pour qu'on déclare un lotissement achevé, il faut qu'il y ait une commission nationale qui clôture le dossier et qui valide les propositions de l'urbanisme, ceci, une école, ceci, un marché, ceci. Tant que ça n'a pas été fait, ça veut dire que rien n'est encore définitivement fait. Pour en revenir à ça, nous sommes arrivés en 2003. Nous sommes venus en 2003 trouver le marché en place. Ce n'est pas nous qui avons. Quand on vous dit qu'il y a eu un marché en 2013, je dis non. Le marché était là. Plusieurs hangars sur cette superficie-là. Et il y avait à peine une cinquantaine de personnes maximum qui animaient ce marché. Or, il y a un marché à Ouenoussou, dans la même zone. Il y a un marché à Ouenoussou, un grand marché moderne. Il y a un marché à Kobato. À Kobato, Fillon 2, on l'appelait, qui s'appelle Fillon 2. À Kobato, Fillon 2, ça fait 100 mètres, 200 mètres. Nous nous sommes dit, c'est pas possible qu'il y ait 3 marchés, un marché qui ne s'animait pas, alors qu'il y a des sinistrés de la zone, des gens qui ont acheté des parcelles, des acquéreurs de bonne foi, qui ont acheté des parcelles dans la zone et qui n'ont pas eu leurs parcelles, qui n'ont pas été dédommagées. Il fallait faire quoi alors que nous avons besoin d'espace pour les dédommager? Et je vous disais tantôt que tant qu'un lotissement n'est pas clôturé, on ne peut pas dire que cette réserve est définitivement réservée pour telle structure et pour telle structure. Non. Donc, je vous montre le papier pour vous dire, c'est en 2003, c'est le préfet d'Assigli qui a fait le travail, là, c'est sous la préfecture. Non, il y a un arrêté du 3 juillet 2013, signé du maire Liadi Soglo, qui consacre à ce domaine 4848 mètres carrés. Si je ne vous explique pas le fond, vous ne comprendrez pas. Nous avons d'abord divisé le marché en deux, parce que c'est trop grand pour être un marché, alors qu'il y a juste un marché à moins de 200 mètres de là. Combien d'Assigli au départ, c'était quelle superficie? Je ne sais pas, je sais quoi ça doit faire, peut-être... Si vous dites oui, mais c'est le lot 3584. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder au morcellement du lot 3584, initialement prévu pour l'école primaire maternelle de Fillon 2 au profit des occupants du domaine, du dit domaine. Non, ça c'est quel document ça? Ça c'est le document du préfet. Du préfet, c'est pas nous. C'est pas nous. Bon, vous n'avez pas connaissance de l'arrêté qui parle de 4848 mètres carrés? Non. Or, moi, quand nous avons fait ça, nous avons pris une partie de ce marché
pour dédommager des gens. Alors, au nom de quoi la mairie de Cotonou prend la responsabilité de dédommager des citoyens à qui elle n'a créé aucun préjudice? Ces dédommagements-là, c'est à quel titre? Non. Si on a dédommagé, c'est parce qu'ils ont eu des préjudices, c'est parce qu'ils n'ont pas eu leur parcelle. Ils n'ont pas eu leur parcelle, est-ce que c'est la faute à la mairie de Cotonou? Oui, c'est la faute, parce qu'après le lotissement, il y a ce qu'on appelle l'application du coefficient de réduction qui dégage des réserves, des disponibles. Et ceux dont les parcelles ont été prises pour construire des écoles, construire des dispensaires, il faut les dédommager. Ceux qui n'ont pas, se sont retrouvés sur la rue, il faut les prendre en compte et les dédommager. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a un titre foncier dans ce domaine-là. Un titre foncier. Et son titre foncier est dans l'école privée publique de la zone. Le Fillon. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le dédommager. C'est un titre foncier. Et jusqu'à ce jour, ce monsieur nous demande de lui rétablir son titre foncier. Nous l'avons recasé là. Il n'y a pas que lui. Nous avons placé là 2 parcelles pour la LCB. Alors, comment le lotissement a été fait pour que des citoyens soient dépossédés de leurs parcelles dans leur entièreté? C'est comme ça que ça se passe. Le lotissement, c'est un processus qui commence par l'état des lieux, où on voit tout ce qu'il y a sur le terrain. Si vous voulez, si vous avez un puits, les propriétaires disent c'est à nous. Et quand c'est à eux, on fait le point. On relève tout ce qu'il y a sur le terrain. Et on passe à la phase suivante, qui est la mise en lot. Carrément, ça, c'est une expropriation que vous avez. Est-ce que c'est le lotissement qui a généré ce que vous êtes en train d'évoquer comme conséquence, ou carrément... C'est le lotissement. Alors, je ne sais pas si monsieur... J'ai un petit complément. D'abord, comme le soulignait le deuxième adjoint au maire, monsieur Leco, et il faut voir que ça a commencé avec le préfet, après le président Soglo, président maire, est passé, des commissions sont passées, et finalement, le dossier n'a pas pu être réglé jusqu'au moment où il y a eu la nouvelle équipe, donc dirigée par Liadi Vinayon Soglo. Feu Tamba, paix à son âme, a fait une fiche pour relancer le dossier, et il a demandé que cela aille en conseil municipal. C'est allé en conseil municipal, ça a été effectivement, les propositions qui ont été faites ont été acceptées, il y a une délibération, et je souligne en passant que contrairement à ce que mon ami Aïvoye a dit ici, il a bel et bien participé, puisqu'il était d'accord, mais il a donné sa procuration au ministre Yolofou, qui avait voté pour lui au niveau de la délibération. Et donc, quand la délibération a eu lieu, contrairement à ce qu'on dit, les gens qu'on a mis, ce n'est pas que les familles qui avaient été chaudes là. Donc, nous n'avons même pas de structure publique. Il y a la santé, donc il faut peut-être donner les noms. Il y a au moins 3 à 4 structures d'État qui ont été d'abord effectivement et disons installées sur le site, et c'est après qu'on a donné le droit aux sinistrés qui ont réclamé. Il serait bon peut-être, parce que là, dans ces aspects de détail, je crois que disons... Avant de retourner vers monsieur Emmanuel Leco, alors est-ce que ce n'est pas pour semer la confusion, est-ce que ce n'est pas à dessein qu'on a voulu d'abord, dans ce domaine du marché Fillon-Routa, extirper une partie pour abriter d'autres structures publiques, parce que justement l'intention finale c'est de morceler, et on sait que lorsqu'on commence par faire des réattributions au profit des structures publiques, alors la veille citoyenne peut être mise à mal. Oui. Non, ce que vous voulez dire, monsieur le journaliste, avec de tels soupçons, personne ne gérera le foncier. Non. Et nulle part. Ce que je veux dire, il y a d'abord qu'il faut faire remarquer qu'il y a une faible fréquentation de ce marché.
au point où il y a des squatteurs qui ont pris plus de la moitié. Et il y avait également la révolte et la résistance des administrés expropriés. C'est tous ces éléments-là qui ont concouru à la confection de ces dossiers pour être présentés au niveau du Conseil. Le Conseil n'a pas fait ça les pieds levés comme ça. Tout ce qu'on fait dans le domaine foncier, c'est toujours suspect. Alors l'expropriation qui a conduit à la perte de parcelles de certains citoyens, l'opération qui a donné lieu à cette expropriation, est-ce que cette opération a été conduite par la mairie de Cotonou ou bien c'était avant la décentralisation? Ah non, non, vous voulez parler peut-être quand pas d'expropriation, de la familialité. Non, bon, je pense que par précaution, on ne va citer le nom d'aucune famille. Non, il faut en arriver là, parce que en fait, c'est là que je veux impliquer la responsabilité. Je veux dire que le 3e juin, c'est bien que la situation se donne. Parce qu'à un moment donné, alors que le marché, nous avons pratiquement fini, quelqu'un s'est levé pour venir nous voir, l'actuel chef de quartier s'est levé pour dire que le domaine appartient à la famille Haïti. Le marché, l'emplacement du marché. Nous sommes venus voir le marché à place. J'ai dit, mais comment ça appartient à la famille Haïti? Si la famille Haïti était présumée propriétaire terrien au moment du lotissement, elle a dû être lotie, elle doit avoir un numéro d'état des lieux, et ces acquéreurs ont dû être recasés un peu partout dans la zone. Nous avons donc mis sur pied une commission au sein de laquelle siégeait un représentant du préfet. Personne n'a mis d'abord aujourd'hui le représentant du préfet. Et nous avons tenu plusieurs réunions. Et ce que je voulais savoir, si on me dit que les propriétaires et qu'on revendique un droit de propriété sur le domaine, il faut se présenter. Je n'ai jamais vu le représentant de la famille Haïti. La personne qui se présentait comme représentant de la famille Haïti s'appelait Aroui People. Je dis, mais vous n'êtes pas Haïti. Bon, alors, donnez-moi votre procuration. Je n'ai pas eu. Nous avons tenu plusieurs réunions. Je suis allé plus loin. J'ai dit qu'on vous donne les papiers qui prouvent que M. Haïti est propriétaire de ce domaine. On a dit non, et j'ai fait venir le géomètre. Le géomètre expert qui a traité la zone. Le géomètre vous dit. Il est venu. Il a envoyé ses collaborateurs pour nous dire que, en fait, tous les acquéreurs de M. Haïti ont été recasés un peu partout dans la zone. Mais où sont leurs parcelles? Point d'interrogation. À ce jour. Et nous sommes réunis, on a creusé, on a dit, moi j'ai dit, tant que je n'aurais pas eu un document attestant que le domaine là appartient, alors que j'ai ce document du préfet, je ne peux pas dire que le domaine appartient à M. Haïti. Et à chacune de ces réunions, M. Ivodji était là, en tant que conseiller élu, conseiller municipal élu de la zone. Il assistait. Alors pourquoi vous ne laissez pas les gens saisir directement les tribunaux et que ça soit peut-être une décision de justice qui donne la possibilité de dédommager ces acquéreurs de parcelles qui pour vous sont lésés? Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le journaliste. Nous n'avons jamais empêché qui que ce soit d'aller au tribunal. Lorsqu'on nous dit qu'un dossier est pendant devant les tribunaux, nous retirons. Non, justement, vous, en faisant des réattributions, des gens se sont présentés. Vous avez estimé que des gens ont été expropriés. Est-ce que vous avez toutes les preuves? Pourquoi vous ne laissez pas ces gens aller devant un juge pour obtenir une décision qui fasse obligation de leur donner d'autres parcelles, plutôt que ça soit du bon vouloir de la mairie qu'on attribue telle parcelle à X, telle autre parcelle à Y? Je vous ai dit qu'à la fin de chaque lotissement, il y a des réserves. Si la loi a prévu qu'il y ait des réserves, qu'il y ait des disponibles, c'est pour satisfaire. Je prends l'exemple, par exemple, de l'aéroport de Glodjibé. L'État dédommage ceux qui ont bougé de leur domaine. C'est la même chose. Lorsque l'État procède à un lotissement, il est tout à fait normal qu'à la fin du lotissement,
lorsqu'on a dégagé des réserves des disponibles, qu'on puisse dédommager autant que faire se peut ceux qui en ont droit. Est-ce que les réserves administratives, c'est pour dédommager après des gens? Les réserves administratives, c'est pour accueillir des infrastructures, non? Non, pas toujours. Alors, Alidou Moustapha, vous avez une nuance, oui, dans l'imaginaire, dans la compréhension que le commun des mortels a des réserves administratives, c'est que ce sont des domaines réservés à la construction d'infrastructures d'utilité publique. Non. Parce que déjà lors du lotissement, on doit prévoir tout ce qu'on veut mettre en place. S'il y a un investissement qui est déjà en projet, on doit pouvoir l'annoncer. Et ça doit pouvoir faire chose. Les réserves, comme il a dit, c'est pour régler un certain nombre de problèmes. Est-ce que c'est exprès que vous ne dites pas réserve administrative? Non, et on peut même dire administrative si vous voulez, mais on en parle comme si c'est propre à la ville de Cotonou. Les réserves dans tout lotissement. Moi, j'étais directeur général des impôts et des domaines. Mais il y a des réserves. Pour l'État, oui. Et on a procédé comme on procède ici. Deuxièmement, tel que vous parlez, mais avant d'aller au tribunal, il faut quand même que l'administration fasse d'abord ce qu'elle a à faire. Oui. Si c'est la mission de la ville ou de la direction des domaines ou l'État de gérer justement les réserves, on n'a pas besoin de dire aux gens qui vont venir, allez d'abord au tribunal. Nous avons dit dommage. C'est seulement quand il y a conflit que les gens doivent aller au tribunal pour dire il y a tel problème. Tant qu'on peut gérer entre nous. Même à une première phase, chacun est dans sa mission. Oui. Chacun dans sa mission. Vous voyez. Il nous est arrivé de dédommager beaucoup de citoyens. Alors donc on ne va pas, on vient de passer environ une trentaine de minutes sur cette question du dossier des filles Rota. Il faut reconnaître que c'est une question cruciale parce qu'on a dit 4848 mètres carrés au départ et 800 mètres carrés à l'arrivée. Et donc les Cotonois sont quand même préoccupés par ce qui s'est passé dans ce dossier. Vous êtes expliqué. Deuxième dossier, le déclassement d'une rue à Midombo. Monsieur Loko, qu'est-ce qu'il en est? Bien. Oui. D'abord, au départ, il s'agit d'une réserve à Midombo. Cette réserve, il y a une famille qui s'est levée pour dire que la réserve lui appartient, dans le 3e arrondissement. En son temps, nous avons tenu plusieurs réunions au chef-lieu de l'arrondissement, avec tous les élus locaux, les conseillers de l'arrondissement, pour savoir exactement ce qui se passe. La famille s'est présentée, elle dit que c'est à elle. C'est à vous, donnez-nous la preuve que ce domaine vous appartient. Pendant 5 ans, tantôt on dit c'est avec un frère à Abidjan, tantôt on dit ça va venir, nous avons perdu du temps. Tout ça. Entre-temps, il faut bien le préciser, avant même, nous, comme je vous le disais tantôt, nous sommes venus voir la réserve en place. Donc le lotissement a été fait. Il y a la zone sanitaire de Kowego qui a saisi son ministère pour pouvoir prendre possession de ce domaine, cette réserve, pour étendre ses activités. Mais comme, en fin de compte... Midombo, Kowego, il n'y a pas de frontière, non? Non, Kowego, c'est un centre de santé, c'est un centre de santé de zone de là-bas. Mais ils voulaient au départ implanter le centre de santé à Midombo. Mais compte tenu de l'étroitesse de l'espace, ils ont préféré aller à Kowego. Mais ils ont toujours leur regard sur le domaine. Parce qu'ils ont voulu faire d'autres annexes, étendre les choses. Ils ont écrit, ils ont saisi le maire. On a gardé la lettre pendant longtemps en attendant que la famille, comment dirais-je, qui revendique le domaine, apporte la preuve que c'est à elle, ce qui n'a jamais été fait. Finalement, le conseil municipal a pris une délibération pour affecter le domaine au ministère de la Santé au profit du centre de santé de Kowego. C'est ce que nous avons fait. Bien. À côté, il y a une rue squattée. Une rue squattée. À partir du moment où nous avons donné
la réserve au ministère de la Santé, centre de santé de Koweïbo, on a déclassé, le conseil municipal a déclassé la rue. Un point trait. Donc, si la rue est déclassée, elle servira à quelque chose. La rue a été déclassée. Oui, on l'a pas. Pour à ma connaissance, on l'a pas. Pas pour compléter le domaine du centre de santé de Koweïbo. Non, ça ne fait pas partie du domaine du centre de santé de Koweïbo. Donc la rue a été juste déclassée. Voilà. Donc c'est quoi le projet du déclassement à terme? Mais ça fait partie du patrimoine de la ville. Je sais pas. Est-ce que c'est pas parce que quelqu'un est déjà demandeur, on a d'abord fait le déclassement et puis après on va vendre? Monsieur Joula, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je ne me rappelle plus, peut-être que le décès le sait. Le gouvernement, et avant d'en arriver là, quand vous parlez de réserve, l'État aussi, à son domaine privé, c'est vrai. C'est pas nous qui avons vendu, hein. Tout ce qu'il y a à la plage là aujourd'hui, c'est pas nous, cette salle, c'est pas nous, hein. C'est l'État. Et pour en venir à... Mais pour des projets d'intérêt public, ce n'est pas vendu à des particuliers. C'est pas sûr. Tout ce qui est là-bas n'est pas pour des projets d'intérêt public. C'est ça, allez-y. C'est ça. Allez-y, vérifier. Allez, vous allez à la plage, non? Regardez tous les immeubles que vous voyez à la plage, c'est un projet d'utilité publique. Non. Du tout. Alors, je suis par rapport à Médombo. Allez-y, hein, vous avez votre temps. Donc, par rapport à Médombo, donc, on a affecté le domaine. Et si ce qui est là, si c'est déclassé, ça reste. Il va déclasser. Et c'est fait partie du patrimoine de la ville. Alors, le maire peut en faire ce qu'il veut parce que, entre-temps, quand nous avons été, disons, sevrés, on nous a pratiquement décapités en supprimant la taxe de voirie dans ce pays. La taxe de voirie, c'est ça qui constitue le quart du budget, de notre budget à la mairie. Il fallait trouver des ressources complémentaires. Des sources de revenus alternatives. Et le conseil municipal a pris une délibération pour autoriser le maire à vendre des parcelles. Alors donc, vendre des parcelles, ce n'est pas... Le maire peut vendre. Parce que tous les citoyens de ce pays ne peuvent pas se permettre d'aller acheter des parcelles à 20 millions, 30 millions avant de construire. Il y a des gens qui, avec 5 000 francs le mètre carré, parce que la vente à la mairie de Cotonou, c'est 5 000 francs le mètre carré. Je sais pas dans le temps. Le prix a augmenté. Mouftaou Alidou, la rue a été déclassée. C'est déjà heureux peut-être pour ceux qui craignent le bradage de cette rue, que c'est une rue déclassée et qui reste la propriété de la mairie de Cotonou. Mais est-ce que cette rue, on ne viendra pas nous dire dans 6 mois, dans 1 an, qu'elle a été vendue à X ou à Y? Est-ce que ce n'est pas déjà ça le plan et on a voulu déclasser et attendre? Non. Et je voudrais dire aussi que le déclassement dans la zone là, ça règle aussi le problème de circulation, de sécurité de circulation. Vous avez vu, quand vous prenez la place, comment appelle-t-on, comment ils appellent ça, en venant de Saint-Michel, la place où les Français nous ont fait, comment appelle-t-on là? La place bicentenaire. Bicentenaire, quand vous prenez la place bicentenaire. Vous voyez, quand les gens arrivent, par exemple, depuis qu'on a fait le pavé là, quand les gens arrivent, ils longent les caniveaux, ils veulent venir sur la route qui passe devant Saint-Michel. C'est des accidents. On peut décider de déclasser. D'ailleurs, ça avait été envisagé de voir comment il faut faire pour que justement on revoie le sens de circulation pour éviter ces genres d'accidents. Ce qui s'est passé dans cette zone-là, c'est pas forcément, on ne déclasse pas forcément pour donner. En plus, si nous devons être dans la présomption, dans le soupçon tout le temps, on ne travaillera pas. Pourquoi on peut dire qu'un déclassement qu'on a fait maintenant, c'est déjà pour justement satisfaire des gens qui ne sont pas encore annoncés? Non, on ne peut pas travailler comme ça. Déjà annoncés ou qui ne sont pas encore connus du public. Bon, alors, et puis ensuite, il faut que on voit dans notre pays qu'il y a des structures de contrôle. Il y a des structures de contrôle. Quand les gens viennent contrôler la gestion de la ville, tout ça y passe. Tout ça y passe. Et vous pensez que tous ceux qui viennent là, nous en avions eu 4, 4 contrôles l'année dernière, 2016. 2016, on a eu 4. Et donc, je crois qu'il faut faire confiance quand on donne des missions à des gens. S'ils font mal, il faut que le contrôle s'exerce
et que la personne soit punie. Mais si on est tout le temps en train de dire, il a fait ça, c'est pour ça, on ne peut pas avancer. Alors, troisième dossier, la vente d'une servitude à Zongo. La vente d'une servitude à Zongo. Vous savez, je vous parlais tantôt de l'application du coefficient de réduction dans le processus qui conduit au recasement. Dans ce processus, lorsqu'on applique un coefficient de réduction, ça dégage des chutes. Des chutes. Ou des délaissés de rue, comme on le dit. Des chutes. Ces chutes-là, souvent, c'est entre deux maisons. Quand c'est entre deux maisons, nous proposons aux deux voisins d'acheter, pour que cela ne constitue pas un repère pour la pègre. Souvent, c'est ce qui se passe. La nuit, ils ne dorment pas parce qu'ils se passent par là, ils font tout ce qu'ils veulent là. Nous proposons, et on divise en deux. Et on leur vend ça. Ça ne sert à rien. C'est des bandes. Il s'agit d'une bande de 73 mètres carrés. Il s'agit d'une bande de 73 mètres carrés. Qu'est-ce que vous voulez en faire, 73 mètres carrés? Si vous laissez dans l'état, ça va faire quoi? Et il se fait que, pour les informations que j'ai eues, que c'est la même personne qui est de car et d'autres. Donc, la chute est entre ces deux maisons. Il est propriétaire de deux maisons, au milieu de laquelle se trouve la chute. Alors, si vous donnez la possibilité d'acheter la chute, est-ce qu'il n'y aura pas un problème de circulation? Parce que non. Il va étendre son habitation et le plan de circulation dans la zone va être modifié certainement. Ça ne pose pas, c'est pas un passage. C'est pas un passage. Quand il y a lotissement, on prévoit les voies. Là, c'est pas une voie, c'est une chute, c'est tout simplement. C'est quand on a appliqué le coefficient de réduction que ça a dégagé cette chute-là, c'est tout. Sur cette question, vous avez je voulais simplement dire d'autres éléments à ajouter. Oui, je voudrais dire que les délaissés, il faut régler le problème. Parce que ce qui se passe entre deux voisins qui ont des délaissés, vous ne le réglez pas. C'est des voisins qui viennent jeter des ordures. Des voisins qui défèquent, qui envoient. Et personne. L'insalubrité. Si bien que, habituellement, si ce n'est pas que dans ce cas, c'est la personne à deux maisons et le délaissé est au milieu, on convie les deux compétents à s'entendre pour partager. C'est-à-dire quand vous partagez, ils s'entendent pourquoi? Il faut voir par rapport à la position géographique de leurs compétents pour voir si ça ne poserait pas de problèmes d'entrée. Donc, c'est une opération classique, normale. Alors, vous faites bien de dire que c'est une opération classique, que la mairie, quand elle a des difficultés financières, peut vendre des parcelles qui lui appartiennent avec l'autorisation du conseil municipal. Mais au même moment, à Cotonou, et avec votre signature aussi, on achète des parcelles. Parce qu'il y a un dossier d'achat de 10 parcelles à 180 millions de francs CFA, dont vous avez vendu 2 après, et le reste est en litige. Et c'est votre signature qui a accompagné ce dossier. Vous achetez des parcelles alors que vous en avez même que vous vendez. Alors comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a de logique dans ça? Nous constituons notre patrimoine. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, parce qu'il aurait fallu que j'ai les dossiers pour ne pas parler vraiment... Non, c'est-à-dire que les invités, l'autre fois en partant, nous ont laissé toute une panoplie de documents. S'il fallait évoquer tous les cas de supposée malgouvernance foncière à Cotonou, l'émission aurait peut-être duré 4 heures, 5 heures. Donc, il y a un certain nombre de documents. Est-ce que c'est tiré du document? Je suis très curieux de savoir ce dossier. À Bedromedé, vous n'en savez rien. Mais non, mais ce qui est certain, je n'approuve jamais ma signature si je n'ai pas la conviction que le dossier, techniquement, mérite d'être approuvé. Alors, un autre dossier qui a été évoqué dans cette émission, c'est la vente de plusieurs parcelles dans Cotonou à 15 millions de francs CFA. Et j'avais demandé aux invités si c'était des bas-fonds. Vous êtes très bien placé pour répondre. Non, c'est-à-dire que nous provisionnons chaque année cette rubrique-là. D'ailleurs, quand je viendrai sur l'aspect technique tout à l'heure, l'aspect financier tout à l'heure, je parlerai de ça. C'est une provision. C'est-à-dire, je vais faire mon budget. Je dis, quelle recette j'attends? Mais je parle en tenant compte de la situation du moment. Quand je provisionne 15 millions, je peux à la réalisation faire moins, je peux aussi à la réalisation faire plus. Ça dépend de comment est-ce que la situation évolue. Donc les 15 millions dont il parle, ce n'est pas consacré à la vente exclusive.
Ce n'est pas les produits de vente de cette compétence-là. Et je voulais dire que les prix de vente, c'est quand même un document, un décret d'abord de l'État qui fixe les prix. Et ces prix-là sont si bas, c'est fait depuis l'administration coloniale française. Vous avez des choses que vous savez qu'on peut vendre aujourd'hui à 100 000 le mètre carré, qu'on dit de vendre à 3 000 francs. 3 000 francs le mètre. Mais le référentiel des prix a été actualisé. Oui, tout à fait. Même lorsque c'est actualisé, ça ne rend toujours pas compte disons, de la spéculation, des prix spéculatifs que nous avons aujourd'hui. C'est encore toujours dépassé. Ce que je sais, les 15 millions, et si c'est fait comme ça, il faudrait qu'on aille dans le dossier pour voir de quel dossier on parle et à qui on l'a vendu et à quel prix. Mais moi, je dis, j'ai provisionné 15 millions parce que j'ai dit, j'attends pour les ventes de parcelles compte tenu, je n'ai pas provisionné au hasard, hein. Je regarde quand même un peu comment évolue la situation sur les 3 dernières années et je prends en compte les informations que j'ai pour l'année. Alors, en attendant 15 millions de la vente de parcelles à Cotonou, en tant que financier ayant un parcours exceptionnel, vous êtes quand même très bien connu. Combien de parcelles vous vous attendez à vendre pour avoir 15 millions d'euros? Vous savez, il n'y a plus aucune parcelle à vendre en réalité à Cotonou. Il n'y a plus de parcelles. C'est ça qui est dommage. Tout a été vendu avant. Tout ce qui reste, c'est les trucs de réserve, de ceci, cela qui arrive. Tout a été vendu. Tout a été vendu avant que la décentralisation ne commence. Donc, en réalité, c'est la vente de chute. Oui, mais c'est ça. Pour la plupart. Pour la plupart. Si exceptionnellement on tombe sur... Oui. Et c'est ça qu'il disait tout à l'heure. Quand moi je provisionne, je ne sais pas quelles vont être les recettes exceptionnelles qui vont être créées par des situations exceptionnelles. Déjà, quand la prévision est sous-évaluée, ça laisse matière à suspecter. Elle n'est pas sous-évaluée. Si vous savez que vous voulez vendre 5 chutes qui vont vous rapporter, je suppose, 100 millions de francs CFA, et dans vos prévisions, vous mettez 15 millions de francs CFA, on ne va pas vous comprendre. C'est comme si vous programmez déjà... mais non, comment voulez-vous qu'à l'avance, moi, je sache que c'est 5, c'est 6, c'est 7, c'est 8 chutes. Nous sommes arrivés, on n'a même pas eu... je ne sais pas si d'autres communes ont connu le cas, on n'a même pas eu une personne de service en règle. On n'a eu que des photocopies. Oui, il y a des photocopies de la préfecture. Des photocopies. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de parcelles dans Cotonou. On peut peut-être au hasard de toutes les enquêtes qu'on fait tomber dessus. Si on tombe dessus, au moment où on fait le budget, on n'a pas encore la matérialité que on va tomber sur une parcelle, je ne peux pas provisionner. Je provisionne en tenant compte de l'existence. Maintenant, en cours, ça peut changer. Je peux mettre 15 millions et à la réalisation, on peut se retrouver à 100 millions. Hein. Donc c'est 15 millions à titre prévisionnel. Oui, c'est prévisionnel. C'est prévisionnel. Et c'est normal. Puis ça ne coûte pas grand-chose. C'est 5 000 francs le mètre carré. L'État ne vend pas les parcelles. Non, c'est 5 000 francs carré. Alors qui achète? N'achète pas les parcelles quand un particulier peut vendre un domaine d'une superficie donnée à un autre particulier à 50 millions de francs CFA, que la municipalité de Cotonou, c'est à Cotonou, ça existe, que la municipalité de Cotonou veuille vendre la parcelle de la même superficie à un particulier et décide de la vendre à 5 millions, à 10 millions, on se demande si vous n'avez pas besoin de l'argent. Non. Enfin, c'est la question qu'on se pose. Nous ne pouvons faire qu'avec le référentiel. C'est le texte. Nous ne pouvons faire qu'avec les tests. Oui, c'est le texte. Il s'agit simplement qu'on actualise les tests. C'est tout. Et ce n'est pas la mairie qui actualise parce que les tests en vigueur, c'est un test de portée nationale. Ouais. Et c'est le ministère du cas de vie qui, à la limite, peut constater cette anomalie et proposer que le référentiel soit revu, mais pas chaque commune. Alors, c'était une droit de réponse. Si vous avez d'autres choses à dire sur la gouvernance foncière, à travers les dénonciations qui ont été faites il y a une semaine, vous pouvez y aller, avant qu'on passe à la gouvernance financière. Ce que je veux dire par rapport à ça, je veux revenir un peu au dossier de Fillon, pour dire que pour la famille Haïti, bon, jusque-là, et j'ai dit, et le dossier est encore pendant devant la commission, la cadre de la commission des affaires domaniales de la ville. J'ai retrouvé le dossier là-bas, donc ça veut dire que le dossier n'est pas fermé. Et il paraît bien qu'ils sont devant les tribunaux. Je dis, moi, quand on va siéger, je vais leur dire, si c'est devant les tribunaux, attendons que les tribunaux tranchent. Attendons que les tribunaux tranchent. De toutes les façons, c'est pas nous qui habitons là, hein. Si Gaï, parce que moi j'avais vu la famille Haïti.
Je n'ai jamais vu le représentant de la famille haïtienne. Et je parle sous le contrôle du troisième adjoint au maire, qui assiste à toutes ces réunions-là. Hein? Nous n'avons jamais vu ce représentant. Et on me dit, la semaine dernière, que le dossier est pendant devant la commission des affaires domaniales. Je dis, quand cela ne tienne, nous allons en reparler. Voilà. Là, on referme le dossier de là, le chapitre consacré à la gouvernance foncière. On parle maintenant de la gouvernance financière. Et là, vous êtes dans votre plat, directeur des services économiques et financiers de la mairie de Cotonou depuis plusieurs années, depuis 2003. Monsieur Parfin Decoux, qui est un comptable, vous le savez. En même temps, je veux savoir quel comptable, privé ou public. Et en même temps, conseiller municipal, ne comprend pas la non-conformité des prévisions dans le budget adopté au terme du dernier collectif pour l'exercice 2015. Le dernier collectif, c'était en octobre 2015. Et les prévisions qui figurent sur les comptes administratifs. Pourquoi il y a une différence entre les chiffres? Bon, d'abord, vous avez pris très bien, parce qu'avant d'arriver à cette question, il est passé par plusieurs questions. Mais allons d'abord à celle-là. D'abord, M. Decoux, comptable, et j'aimerais savoir s'il est comptable public ou comptable et privé, parce que j'ai le sentiment qu'il ne sait pas lire les documents budgétaires faits sur la base des finances publiques, de la comptabilité publique. Quand nous allons rentrer dans les détails de cette question, vous verrez très bien qu'il est amalgamé. Pensez-vous que, logiquement, et tous les contrôles que nous avions là, IGF, IGE, tout ça là, ne peut pas voir ça, qu'on provisionne par exemple 100 millions pour dépenser 400 millions, ou qu'on prévoit tant pour faire chose là. En fait, il y a des comptes, il prend l'ensemble des comptes, mais il ne va pas dans les subdivisions. Il ne va pas dans les subdivisions. Je vais, parce que vous avez pris la question un peu plus loin. Non, s'il y a des clarifications à faire, puisque c'est un droit de réponse, avant d'aller dans les détails, tout à fait. Il vaut mieux les faire, parce qu'on n'aura pas le temps de revenir en arrière. Bon, on va peut-être, parce que là, et quand on veut parler technique, il faut vraiment dire les choses techniques. Vous voyez, quand vous prenez par exemple les prestations dont il a parlé, il a donné des montants. Non, on peut prendre un exemple. Moi, je vous prends un exemple. Prenons l'exemple des déplacements et voyages. Non, même les déplacements et voyages, justement. Si vous voulez, prenons l'exemple des fêtes. L'exemple des fêtes, c'est ça qui est caractéristique. Voilà. Caractéristique. C'est le compte 72.6 qui donne normalement les montants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il prend un élément, il prend le compte, il prend un élément là-dedans. D'abord, il commence à dire qu'on n'a jamais, pour les fêtes, pour l'exercice là, qu'on n'a pas provisionné, mais on a dépensé tel montant, un montant faramineux. Voilà ce qu'il a dit. Oui. Quand on prend la rubrique consacrée aux fêtes, activités culturelles et sportives, au titre de l'exercice budgétaire 2015, avec le deuxième collectif budgétaire, il n'y a eu ces 0 francs qui étaient prévus. Tout à fait. Et quand vous avez envoyé les comptes administratifs, la prévision est passée à 216 millions de francs CFA et vous avez dépensé 147 millions de francs CFA. J'y suis maintenant. Le compte qui abrite les fêtes, cérémonies, activités sportives, artistiques et culturelles, c'est le compte 62-76. Et ce sous-compte-là, il dit qu'il n'a noté aucune prévision. Totalement faux. Et au compte administratif, il a inscrit 207 millions selon lui et 147 millions. En réalité, le compte 62,7, dont le compte 62,76 n'est qu'une subdivision, ce compte-là avait déjà pris l'ensemble des montants des sous-comptes qui y sont inscrits. Donc, le détail, c'est ceci. Fête et cérémonie, on a provisionné 58 millions. C'est dans le document. J'ai le bilan ici. Et vous avez, dans les documents du collectif budgétaire. Du collectif budgétaire. 58 millions. Nous avions... Donc là où il a lu 0 francs, vous avez 58 millions. 58 activités sportives, on a 8 millions. Et activités culturelles et culturelles, on a 10 millions. On a frais de reportage, de fêtes et cérémonies publiques, 3 millions. Frais de colloques, séminaires, etc., on a. Donc, conséquemment, il est normal qu'on puisse payer
Il est normal confus. On a prévu, contrairement à ce qu'il dit. On a bien prévu. Mais il a pris le compte 62, 76. Justement, là-dedans, on n'avait pas aggloméré, on n'avait pas donné les détails. Il aurait fallu qu'il aille dans le détail. Okay. Dans le budget. Si vous voulez le budget ici, hein. Alors, un autre détail, oui. Quelque part où il allait sur les détails, quand on prend la rubrique déplacement et voyage, le collectif budgétaire, le dernier, a prévu 35 millions de francs CFA. Quand vous avez envoyé les comptes administratifs, la prévision est passée de 35 millions de francs CFA à 55 millions de francs CFA, même si vous avez dépensé à l'arrivée 60 millions de francs CFA. Oui. Monsieur Descon, comptable, doit comprendre. De toutes les dénonciations et discordances qu'il a faites, c'est ce montant seul qui est juste. Mais il doit comprendre. Quand je fais un budget et qu'à l'exécution des preuves, il fait des virements d'article à article, ils en ont parlé plus loin. Mais j'ai fait des virements d'article à article simplement parce que si au cours de l'exercice, on se rend compte que cette rubrique-là mérite qu'on la renforce, on la renforce. Non, et on ne le fait pas, et disons, en violant les tests. Les tests donnent la possibilité au maire de faire ses virements. Non, c'est pas de ça qu'il parle. Ce qu'il lui fallut faire, c'est d'inscrire dans les prévisions au titre des comptes, dans les comptes administratifs, le montant qui est inscrit. Oui, vous avez inscrit, cette fois-ci 55 millions, alors que dans le collectif budgétaire, c'était 35 millions. Il ne vous dénie pas le droit de faire des dépassements, mais il vous reproche la non-conformité entre les chiffres. Collectif budgétaire, 35 millions de francs CFA. Compte administratif, pour la même rubrique, la prévision est passée à 55 millions de francs CFA. La prévision ne peut pas varier. Non, nous n'avions pas fait de dépassement. Voilà, il faut peut-être élucider correctement cet exemple-là. J'arrive, je voulais voir si j'ai mes justificatifs. Ce qui est certain, nous avons provisionné. Et au compte administratif, on a effectivement ajusté. Puis on a dépensé, après, on n'a pas fait de dépassement. Il raconte des histoires, on n'a pas fait de dépassement. Et je vous le dis, sur tous ces comptes-là, mais on aurait fait ce dépassement, tous les contrôles qui sont passés allaient déjà nous le dire. Tous les contrôles qui sont passés allaient déjà le noter. Et c'est parce que je ne veux pas vraiment, avec les documents-là, faire perdre du temps. Sinon, vous verrez très bien que comme j'ai donné le détail tout à l'heure, on a fait. Mais je suis d'accord avec lui sur une chose, les montants qu'il a avancés en ce qui concerne la provision, c'est juste. Mais on a fait des virements d'articles, et ces virements-là ne peuvent pas aller au-dessus de ce qu'on a prévu. Alors, au titre des charges de publicité, de relations publiques, il y a d'abord un montant qui est prévu. Dans le collectif budgétaire, c'est 368 millions. Quand vous avez envoyé les comptes administratifs, on a retrouvé 400. Les relations. Publicité, relations publiques. Mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et vous parlez de publicité. Hein? Publicité, relations publiques. J'arrive. J'arrive. J'ai quelque chose sur la publicité. Et voilà. Il dit que le Conseil a voté 368 500 000, ce qui est erroné. Car le compte 627, qui a reçu cette prévision dans le cadre du collectif budgétaire, s'intitule bien Publicité, Publication et Relations publiques. Publicité, Publication et Relations publiques, et qui agglomère au moins 8 sous-comptes, dont annonce et insertion 50 millions, fête et cérémonie 58 millions, autres charges de publicité et relations publiques, 220 millions. Compte qu'il a isolé pour le trouver flou, comme indiqué plus haut. Ce compte-là, en fait, n'est pas un compte, c'est un sous-compte qui est dans un ensemble. Et que lui l'a isolé. Parce que pour une autre question... Donc il fallait voir le compte... il faut voir tout. Le compte général. Oui, il faut voir le compte général et voir le détail. Il a ça dans les documents qu'on lui a donnés. Pour un comptable, c'est quand même surprenant. Donc pour vous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, voilà les chiffres que vous avez donnés. Collectif et les chiffres des prévisions. Il n'y a pas de problème. De compte administratif. Tout à fait. Alors pourquoi, au titre de la rubrique
autres charges de publicité, de relations publiques, vous avez prévu cette fois-ci un montant qui dépasse le montant même des charges connues. Il s'est étonné. Pourquoi il s'étonne? Pourquoi il s'étonne? On dit autre. Mais non, c'est ça qu'il dit. C'est, oh mon Dieu, un comptable qui dit ça, c'est grave. C'est un intitulé de la nomenclature budgétaire. Ce n'est pas une invention. Tous les noms que je donne là, vous avez dans la nomenclature budgétaire, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça là, autre charge de publicité et relations publiques, c'est comme ça que ça se dit. En tant que sous-compte. Donc, et vous voyez, le compte numéro 627, c'est publicité, publication et relations publiques. Et là, dans les subdivisions, il y a autre charge de publicité et relations publiques. Donc c'est une subdivision. Oui, c'est une subdivision. C'est une subdivision. Bon, donc il faut qu'ils comprennent ça. En tant que comptable. Ok, c'est une subdivision de la rubrique... 627, publicité, publication et relations publiques. Et je vous ai donné les détails. Autour, c'est au moins 8 sous-comptes. Au moins 8. Bon, j'en ai pris les principaux. Donc c'est ça. Parce qu'il a parlé de haute charge de publicité, j'ai mis ça là. Donc pour vous, c'est normal que ce que vous avez prévu, là où vous avez mis autre, soit plus élevé que les autres chiffres. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est pas ça, on a dit autre que ça doit être plus simple. Oui. Ça dépend de ce que vous voulez régler. Moi, je fais le budget en tenant compte effectivement des besoins, disons, de l'exécutif. Et donc, ça va en session budgétaire. Et donc, si c'est voté, c'est qu'ils sont en harmonie avec l'exécutif. C'est pas parce qu'on dit autre que ça doit être forcément plus ou moins. C'est les besoins que vous exprimez. C'est les besoins. Et d'ailleurs, je sais à chaque budget comment la bagarre sur ce compte est chose là, parce que généralement ça ne suffit même pas. Comme la plupart des comptes, ça ne suffit pas. Et on dit non, il vaut mieux faire chose là. Donc, c'est pas parce qu'on a dit autre que ces choses-là. C'est les mêmes suspicions dont je parlais tout à l'heure. Si on doit suspecter chaque fois et dire pourquoi ils ont fait ça, s'ils ont fait ça, ces choses-là, c'est pas possible. C'est les mêmes suspicions. Alors, un autre élément, oui. Vous avez payé au titre du budget 2015, budget réalisé, 40 millions pour les aides supplémentaires, 40 millions de francs CFA. Alors, les chiffres sont tellement ronds que le conseiller pas fait de coups ne peut se passer d'être réservé sur la sincérité de ces dépenses. J'espère que le comptable qu'il est, il est arrivé qu'il a réussi des comptes ronds. On n'est pas comptable pour enregistrer que des comptes qui n'ont pas de chiffre zéro. C'est-à-dire que le compte même, lui-même, le montant qui est là-dedans, ce n'est pas rond. Mais ce qui s'est passé, compte tenu de la gestion de ce compte-là, quand les gens font des demandes, nous essayons de voir comment nous évoluons. Et ça fait que nous faisons des forfaits aux gens. Et ces forfaits-là sont forcément ronds. Quand quelqu'un veut faire un travail, il dit moi, il veut que ça soit 11 500 et 1 600. Et moi, je regarde, je dis, au niveau où je suis pour la consommation, si je dois traverser l'année, vous va lui donner ça. Je lui donne lui qui demande tant là, donnez-lui 5 millions. Donc, si vous deviez payer les aides supplémentaires normalement, vous seriez allé au-delà des 40 millions. Oui, vous seriez allé, oh là là, bien au-delà. Et nous arbitrons pour que ça puisse faire toute l'année. Et quand ils font, bon, je vous dis, là maintenant nous allons avoir les amis de Ronnie Sous-Bois. Oui. Mais ce qu'on m'a amené, je regarde le budget et je dis, ça n'est pas possible. Ça là, vous enlevez, ça, vous le faites. Et ce que je fais, ça peut être rond. Ça peut être rond. Et dans le cas des aides supplémentaires dont il parle là, c'est précisément rond. Parce que quand ils disent, je veux 13 millions et quelques, je dis, donnez-lui 5 millions. Si on donne 5, on donne 6, on donne chose là, si on calcule, ça va être rond. Et pourquoi il ne s'étonnerait pas aussi si le chiffre était autre que rond? On devrait aussi s'interroger. Ce n'est pas là que s'il doit y avoir des problèmes, il doit en avoir. Il s'agit de savoir la réalité. La réalité de ce qui a été dépensé. La réalité, c'est aussi que c'est M. Mouftaou Alidou qui attribue les forfaits. Sur quelle base Mais la base... Vous en avez la discrétion, c'est comme le ministre de l'économie et des finances. Hein. Tout ce que ses collègues lui envoient, il ne se met pas à faire chose là. Il est évident que j'ai quand même un compétent discrétionnaire au moins
pour dire si nous dépensons en désordre, nous allons retrouver en juillet sans pouvoir et dépenser. Ça, tout financier est en mesure, d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'est pas aimé, on est en mesure de dire non, vous ne pouvez pas dépenser ce que vous dites là. Non pas parce que nous ne pensons pas que ce que vous demandez, c'est peut-être vos besoins, mais il faut pouvoir tenir sur l'année. Il faut tenir sur l'année. Toujours par rapport à la gouvernance financière, gouvernance budgétaire, nos invités d'il y a une semaine estiment que ce que vous cautionnez comme prime pour le maire, Liadi Soglo, que les montants de ces primes-là sont faramineux. Vous payez 30 millions de francs CFA au titre des primes de renseignement, 30 millions de francs CFA au titre de la prime de maintien de l'ordre, 30 millions de francs CFA au titre de la prime de sécurité municipale. Ça fait 90 millions de francs CFA l'année, alors que les Cotonois, tout le monde peut constater qu'ils souffrent. L'environnement, les conditions d'existence des Cotonois ne sont pas des meilleures. Non, je vous remercie beaucoup, c'est dommage, parce que quand on est comptable, on lit bien. Effectivement, dans le budget, on avait provisionné 30 millions pour, au titre des charges de sécurité municipale. 30 millions pour le maintien d'ordre dans le budget de 2016 et 30 millions pour les frais de renseignement. En réalité, les 30 millions pour la sécurité municipale, c'est pour notre police municipale et pour toute la sécurité qu'il y a aussi bien à Voudier et à Ologede, que dans tous les arrondissements, pour la sécurité. C'est pas pour le maire. Non, ça veut dire que c'est pas une prime pour le maire. Non, d'abord, c'est pas une prime. D'abord, déjà, c'est pas une prime. C'est une charge. D'ailleurs, quand lui, au moins je peux l'excuser, il n'est pas financier. Quand le troisième adjoint, M. Eboyi, parlait, il dit tantôt il dit charge, tantôt il dit prime. Il était embarrassé. Et c'est charge. Ici, c'est pas une prime. Donc, et c'est bien expliqué. C'est ça que nous prenons pour payer la sécurité municipale. Tout le monde sait que Liadi Soglo, en tant que maire, tout comme ceux qui ont une charge politique, ils ont droit au renseignement. Là, effectivement, il a droit à 30 millions. Celui-là. Et c'est une prime pour... c'est une prime. Pour le maire. Oui, du renseignement. Mais, renseignements vous savez, collecte les renseignements. Non, mais c'est comme ça. C'est d'ailleurs même un fonds secret. Vous pouvez le voir dans même l'État central. C'est un fonds secret. Quand vous faites des primes de renseignement, c'est à sa discrétion. Mais vous pouvez imaginer un maire qui dirige sans avoir de renseignement. C'est pas possible. J'ai écouté Aïvoye qui dit à qui il a écrit. Mais il se renseigne sur quoi? Il y a une république, il y a les services de renseignement de l'État. C'est pas vrai. On va dire le maire a peur de quoi? Non, c'est pas fait. Oh là 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 là. En tout cas, à Dakar, ce n'est pas 30 millions. C'est pas 30 millions. Mais on fait avec nos moyens. Il y a des gens, j'ai connu des collègues à lui, qui sont à plus de 200 millions. Et on fait avec les moyens qu'on a. Et donc, ce qu'il a dit là, pour les 30 millions restants pour la dernière rubrique, c'est resté là. Pour la consommation, on n'a pas payé au maire. Et donc, c'est erroné. Je reconnais que les renseignements, il a droit. Alors, et pourquoi vous avez fait... Maintenant, et c'est pas d'aujourd'hui. Bon, maintenant, les conseillers peuvent dire, maire, tu ne prends pas un franc. Mais c'est gravissime quand même parce que la démocratie budgétaire a prévu ça. C'est gravissime. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, les renseignements, pour n'importe qui, justement, c'est quand même un organe, et comment vous appelez ça, et comment on appelle l'État central, le gouvernement, comme les communes, ont besoin d'avoir des renseignements abondants. C'est des renseignements de quelle nature? Des renseignements financiers, des renseignements militaires? Mais il y en a de tous ordres. De tous ordres. Mais vous trouvez ça vraiment normal? Tout à fait normal. Tout à fait normal. Juste pour défendre le maire, que vous prenez cette position? Parce que je connais d'autres pays. D'abord, je vous dis en parenthèse, je suis le président du réseau des directeurs financiers des villes africaines. Toutes les villes africaines? Toutes les villes africaines. Je peux vous dire, c'est normal. Dites ça chez un administratif.
Mais moi, j'ai été, dans ma vie, chef de circonscription urbaine, à Parakou. Et j'ai été secrétaire général du département de l'Atakura. Les deux, à l'époque, Atakura Donga aujourd'hui. Sous Issa. On avait droit à tous les renseignements. C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça d'ailleurs que si on veut bien faire la sécurité, il faut compter beaucoup sur la base. Et c'est pour ça que à la dernière municipalité, quand certains conseillers comme le CA8 disaient qu'il faut tout faire, parce que si on veut que la sécurité marche, c'est d'abord à la base. Et ça, c'est des renseignements. C'est des renseignements. Vous verrez, vous me dites qu'il y a quelqu'un qui est arrivé des choses là, exactement comme pour l'État. Et il prend ses dispositions. C'est que les Cotonois jugeront si c'est une dépense vraiment, vraiment pertinente. C'est pas eux seuls. C'est pas eux seuls. Quand je parle des Cotonois, je parle des Cotonois résidents béninois comme des étrangers aussi qui résident à Cotonou. Non, ce que je veux dire, si vous dites ça, vous devez dire aussi pourquoi les Porto-Nouviens ne vont pas parler des renseignements. Je suis sûr que dans le budget de la mairie de Porto-Nouveau, de Parakou, de toutes les 77 communes, quelle que soit leur pauvreté, il doit être prévu. Alors, vous avez fait passer la prime de représentation pour le maire de 4 à 10 millions de francs CFA. Est-ce que les recettes augmentent au même rythme? Quand vous augmentez les primes pour le maire, ça suppose qu'au moins les recettes fiscales aussi évoluent peut-être pratiquement au même rythme, non? C'est-à-dire, avec notre esprit, nous ne pouvons pas évoluer. On a avancé tout le monde. Je vais vous dire, par exemple, les conseillers s'en chargent. Au regard de la loi, ils n'ont droit à rien. Rien. Ils n'ont droit à rien. Finalement, ils doivent quand même venir en session, tout ça là. Les communes se sont entendues pour qu'au moins leurs déplacements soient payés. Quand on a commencé par payer, on a donné en nous alliant sur ce que d'autres communes ont eu à faire. Nous avions déjà fait une augmentation 2 fois. On n'est pas venu parler de ça. Même les indemnités de l'ensemble des élus, y compris les indemnités de Haïvodji. On a relevé parce que la loi dit que quand ça arrive à un certain montant, votre budget arrive à un montant, vous êtes autorisé pour effectivement réviser. On n'a pas dit ça. Et on vient prendre un cas isolé. Vous voyez, ils sont partis de 4 millions à 10 millions. Ce n'est pas bon, l'esprit. Il faut que nous cessons avec cet esprit-là. D'ailleurs, j'ai été très amusé quand vous avez demandé combien il touche. Moi, je suis financier. Je ne vais pas dire sur ce plateau combien il touche. Parce que là, ce qu'il a dit, mais je peux dire que ce qu'il a dit, ce n'est pas ça. Mais en tant que financier, je sais que les salaires et accessoires des salaires sont protégés. Il n'est pas sur ce plateau pour vous contredire. C'est des gens qui sont disponibles pour un débat contradictoire. Est-ce que vous accepteriez de retrouver en face de nos deux invités de pourquoi pas, surtout devant le comptable là, pour un débat contradictoire? Devant le comptable là, je veux que le voir. La direction générale de la Gazette du Golfe va prendre acte de votre disponibilité à participer à ce débat contradictoire. Quand on est comptable, on sait lire le budget. Surtout, je veux savoir s'il est comptable privé. Si jamais il était comptable privé, je lui demanderais d'humilité pour d'abord apprendre ce que c'est que la comptabilité publique, qui a ses règles. Mais s'il est comptable public, alors là, c'est la catastrophe. Pour ne pas lire les détails qu'on donne, pour prendre un truc aggloméré et trouver qu'on provisionne, qu'on prévoit 10 millions pour dépenser 100 millions. Alors, il a dit que depuis août 2015, que le conseil municipal actuel a été installé jusqu'à la date d'aujourd'hui, le maire Léadi Vinayon Soglo ne peut inaugurer aucune infrastructure qui soit réalisée entièrement sur fonds propres de la mairie. C'est aussi, ça relève de vos compétences, cette question. Ce que je veux dire... Qu'est-ce que vous avez réalisé comme infrastructure depuis bientôt 2 ans? Non, ce que je veux dire... D'abord, la réalisation, la DST vous dira, mais ce que je vais vous dire, si on prend le budget, d'abord, vous avez vu, il dit qu'on ne paie que les prestations. Qu'est-ce qu'il met dans les prestations? Pour un comptable qui définit, qui ramène les prestations au point où il a fait là, c'est pas bon. Parce que les prestations, c'est quelque chose de plus vaste dans le budget. De la même façon, la question que vous posez là, il sait très bien quelle est la dépense utile. Et que chaque année, il y a disons, ce que supportent les partenaires financiers, les PTF. Il y a ce qu'ils supportent dans FADEC, PDCC, etc., etc. Mais il y a nos propres fonds. Et nous faisons beaucoup de réalisations.
je ne sais pas si et je peux... Maintenant, il y a deux questions qui posent à la fois. Faire les réalisations et ne pas inaugurer. Et faire savoir. Et faire savoir, c'est deux choses. Je peux faire les réalisations, si je ne veux pas savoir. Et la dernière municipalité d'ailleurs a dit au maire, il faudrait qu'on fasse savoir plus maintenant ce que nous faisons. Oui. Et quand le maire est passé lui-même sur une radio récemment, il a montré, puisqu'il avait déjà cette question, il a montré toutes les réalisations qui ont été faites sous lui, comme avant même. Il a montré. Et donc, quand vous prenez le budget, c'est très clair. Même dans les dépenses, vous avez posé une question qu'ils ont esquivée. Dans les dépenses de fonctionnement, il parle de 3 milliards, 8 milliards. Mais dans cette dépense de fonctionnement, il y a une bonne partie qui se trouve être des dépenses tournées vers les compétences de la population. C'est-à-dire que il y a pas mal de choses, que ce soit l'entretien, les trucs de voie, on a logé ça là. On a logé là. Et ça, ce n'est pas nous qui avons décidé, ce n'est pas nous qui décidons de loger, c'est la nomenclature qui vous dit le comportement à tenir. Donc, et il sait très bien, si vous prenez les dépenses déjà de fonctionnement, vous aviez 5 milliards et quelques qui sont des dépenses utiles, dites utiles. Pourquoi? C'est par rapport à la population, ça. C'est par rapport à la population. Et ces dépenses-là se font. Elles se font. Là-dedans, vous avez le FADEC, mais vous avez nos propres fonds. Et ça se fait. Alors, que maintenant, les gens n'arrivent pas à inaugurer, c'est un autre problème. Moi, je ne suis pas politique. Et entre eux, ils vont le dire. Quand il parle d'inaugurer, essayez de comprendre, c'est pour parler d'infrastructures dont la réalisation est terminée et que l'on peut mettre au service de la population. Est-ce qu'il y en a? Mais il y en a, mais moi, je vous le dis, et si vous voulez, vous allez appeler la DST, la DVD, ils vont vous dire, parce que moi, je donne ces choses-là, il y en a. Vous pensez, même ce qu'on est en train de faire là, aujourd'hui, ce n'est pas que le FADEC, il y a une bonne partie de nos fonds là-dedans. Tout à fait. Les financements même de la Banque mondiale, si vous prenez même les financements de la Banque mondiale dont il parle, parce que sous ce qu'il dit, l'idée qu'il ne dit pas, c'est qu'on ne fait de réalisation qu'avec les fonds des PTF. C'est totalement erroné. Quand même la Banque mondiale nous envoie de l'argent, il y a toujours une contrepartie. Il y a toujours une contrepartie que la ville doit donner sur ses fonds propres. Et nous avions des fonds propres qui ont été des investissements. Les constructions d'écoles et autres là, tout n'est pas FADEC. Les centres de santé, tout n'est pas FADEC. Non. Les conventons, les voies pavées, tout n'est pas FADEC. On a pu se rendre compte qu'en 2015, vous avez dépensé, par exemple, plus de 132 millions de francs CFA pour réfectionner les marchés. Mais quand nous faisons un tour dans les marchés de Cotonou, nous n'avons pas l'impression d'être en contact. Je dis bien, nous n'avons pas l'impression d'être en contact avec des infrastructures qui ont connu des réflexions, des rénovations il y a 2 ans, il y a 1 an. Moi, chacun se fera son opinion. Parce que quand je dis que je vais aller réfectionner un marché, ça ne veut pas dire que je reconstruis ce marché. Ça ne veut pas dire que je le reconstruis. Et donc ça dépend de ce qu'on a voulu effectivement envoyer l'argent servir. Ensuite, si vous prenez un marché qui est construit il y a 5 ans, il y a 10 ans, il est naturel et il est forcément amorti. Et nous ne pouvons pas avoir d'argent pour tout le temps être en train de renouveler. Nous renouvelons lorsque nous avons de l'argent pour le faire. Donc, si les gens vont prendre pour dire l'argent qu'on a fait là, ça a servi à quoi? On n'a pas parlé que de construction. Construction, reconstruction et même dire réflexion. Si on fait les réflexions, c'est tout à fait normal. 132 millions, c'est quoi? Aujourd'hui, 132 millions pour faire les réflexions dans des marchés. C'est quoi? 132 millions? Pour les Cotonou, c'est peut-être beaucoup d'argent. Mais vous êtes financier. Vous voyez les choses. Non, je dis ça par rapport à l'ensemble des marchés, justement. Et je dis ça par rapport à l'ensemble des marchés. Alors, une autre dénonciation qui vous interpelle directement, c'est ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'ils appellent le manque de transparence dans le processus, dans la procédure de passation des marchés publics. Et M. Aïvodi a lu
un passage du rapport provisoire d'audit qui a ressorti que plusieurs soumissionnaires sont parfois la même personne. Et ce qu'il a lu nous amène à croire que c'est des faits qui sont réels dans les procédures de passation des marchés publics à la mairie de Cotonou. Je vais vous dire, monsieur le journaliste, c'est dommage. C'est dommage. Parce que ce problème-là, c'est devenu le compétent du siècle pour Ivodji. Partout où il passe, il sort la même chose. Partout où il passe, il sort la même chose. C'est d'abord un rapport provisoire. Il faut le dire. C'est d'abord un rapport provisoire sur lequel la ville a réagi. Et les compétents ont dit, comme c'est un rapport provisoire, moi je ne ferai pas comme M. Ivodji. Je suis financier. Un rapport qui n'est pas rendu définitif, je ne prononce pas là-dessus. Mais les rapporteurs ont dit ceci, que le rapport n'a pas révélé des actes qualifiables de faute professionnelle ou de mauvaise gestion. Moi, je suis administrateur des impôts. J'ai été directeur général des impôts. J'appartiens à un grand corps de contrôle. J'ai fait l'IGF avant d'aller à la retraite. Donc, mais vous ne pouvez pas faire un contrôle sans trouver. Le contrôle n'est pas d'essayer toujours à trouver, à mettre les gens en prison. Mais c'est aussi pour dire aux gens rapidement, attention, vous êtes en train de glisser. Ici, là, vous êtes en train de faire ça. Parce que celui qui est en action, il ne sait pas du tout qu'il commet des erreurs. Tant que ce n'est pas des erreurs graves. Et donc, qu'est-ce qui est aucun contrôle? Moi, j'en ai fait dans ma vie. Vous ne pouvez pas faire un contrôle et à la fin ne pas trouver que je vous recommande de faire ci pour améliorer votre gestion. Il parle d'amélioration de gestion, il ne peut pas dire que c'est des fautes graves. Ils l'ont écrit. Il n'a pas lu ça. Ou bien il ne veut pas lire ça. Mais est-ce que c'est normal avec toute votre expérience? Alors, moi, oui, j'arrive. Moi, je ne gère pas. Je ne suis pas au marché. Hein. Non. Le marché, c'est une structure, vous savez très bien, tout à fait autonome. Hein. C'est comme la DNCP. Le marché, c'est pas parce que c'est un directeur financier, c'est une structure de passation de marché, des choses là, et moi, je prends les éléments et j'en tiens compte dans mon budget. Je ne gère pas. Donc, vous êtes en train de décliner votre responsabilité. Non, je ne décline pas. Mais au demeurant, ils sont en train de dire, comme ils l'ont dit pour tous les autres, mais faites attention. Ici, là, ne faites pas ça. Mais ils ont conclu que ce n'est pas une faute de gestion. Mais pourquoi lui vient être plus royaliste que le roi? Pourquoi? Je vous dis, vous ne pouvez pas faire... Si je viens ici, là, à GovTV, je vous fais un contrôle, je dois trouver, même n'étant pas journaliste, et dire, et si vous améliorez ceci? Je vais prendre ça pour dire, GovTV gère mal? Non, il n'y a pas de contrôle, vous ne trouvez pas à conseiller aux gens. Faites pour que ça aille mieux. C'est ce qui est fait dans le rapport. C'est ce qui est fait. Voilà, nous avons... Mais avant ça, il y a un point qu'il a abordé, sur lequel je vais aller vite. Il faut y aller. Il a dit que on ne justifie pas les réalisations, et plus exactement, il estime que, voilà, et on met les prévisions, mais on ne dit pas qu'on les résout. C'est totalement erroné. Totalement erroné. Mais je mets, par exemple, l'exercice dont ils ont parlé, 12 pages consacrées à pourquoi les propositions de ces recettes-là, en partant des réalisations de l'excédent. Je parle toujours de la règle de la pénultième année, c'est-à-dire de l'avant-dernière année, pour faire. Moi, je suis financier public. Je ne suis pas financier privé. C'est du mensonge. Et ensuite, regardez le budget. Il donne une feuille pour dire, voyez ce qu'on nous a présenté. Voyez ce budget. Vous avez vu son épaisseur? Pour ce que nous envoyons à Compétent, au préfet, ça fait encore une fois et demie. Parce que là, nous voyons tout ce qu'il faut comme annexe. Pourquoi ici, nous faisons quelque chose qui soit d'une lecture facile? Vous savez, parmi les conseillers des gens, non seulement ils ne sont pas financiers, mais ils n'ont pas le niveau pour comprendre. On ramène le truc pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'on fait. Sur 12 fois, j'ai expliqué les réalisations. Ils s'assoient et disent, non, vous voyez, ils n'ont pas fait. Mais moi, j'ai été le président de la commission des finances aux États généraux. J'ai suivi tous les travaux. C'est mon cabinet, le cabinet dont je suis membre, Delta, comment fait-on, le cabinet AKZ, qui a fait les tracés, la réforme, comment vous dites ça, le recueil des lois sur la décentralisation, c'est nous qui avions fait. Mais comment il viendra m'apprendre que nous faisons sans expliquer
pourquoi nous proposons tel montant qu'on ne parle pas sur l'exercice, c'est faux. C'est sur 12 pages. Si vous voulez, ça là, vous pouvez le voir sur 12 pages. Vous voyez? Organisation des travaux et des recettes. Analyse et évaluation des recettes fiscales. On dit. Et à partir de là, je dis d'abord par rapport à la recette, parce que ce qu'il oublie aussi, c'est la direction départementale des impôts, donc de la DGI, qui s'occupe de la gestion des recettes fiscales pour nous. Et nous faisons des recettes non fiscales. Et vous avez vu, il dit qu'on ne met même pas les... On ne met tout ça, taxes. Et je justifie pourquoi je fais la proposition que le montant de la taxe d'enlèvement soit atteint en pensant à ce qui a été fait l'année d'avant. La patente, la taxe foncière, tout, sur 12 pages. 12 pages, évaluation des recettes propres non fiscales. Sur 12 pages, il dit qu'on ne fait pas ça. C'est totalement faux. Et je ne vois même pas comment un financier peut présenter un budget et ne sourire que les prévisions. Par contre, aucun test, c'est nous qui avons fait les tracés, nous m'oblige à dire que le tracé, les recettes serait ce que lui demande. Je fais les choses en respectant ce que la nomenclature et ce que les tests me demandent. Et je ne suis pas étranger à ça. J'ai élaboré ça. Je fais partie de ceux qui ont élaboré ça. Pour les communes. Pour les communes. Voilà. Alors, c'est le moment des conclusions. Oui, vous avez dû rester silencieux parce que les dossiers dont il est question, le conseil directement en tant que spécialiste, votre conclusion et ensuite sa conclusion. Bon, mais en conclusion, je crois que il faut bien convenir et retenir que mon ami, je dis toujours qu'il est mon ami, il demeure. Le troisième adjoint au maire, M. Evodji Isaac, et le distingué conseiller communal, M. Dekoum, parfait, sont venus faire sur ce plateau, moi je dirais de la politique. Et je dis quelque chose d'autre. M. Evodji, il est troisième adjoint au maire de Cotonou. Il fait partie de l'exécutif de la ville. Et moi, je voudrais appeler les uns et les autres à plus de sagesse. Quand on est dans un système, librement, il a été élu. Il est membre de ce système-là. Il faut rechercher au moins du dialogue, chercher à comprendre. Entre eux, ils sont cadres. Il a discuté avec le maire pour lui dire tu fais certaines choses qui ne sont pas bonnes, mais que le maire n'a pas voulu se corriger. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit ici. Emmanuel Loko, est-ce que vous-même, en votre âme et conscience, moi, j'ai été. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont la ville est dirigée par le maire Liadi Soglo? Mettez de côté toute amitié pour monsieur Liadi Soglo, tout devoir de réserve. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait? Est-ce que vous avez l'impression que les choses se passent très bien? Pour moi, ça se passe bien. J'ai servi sous le père pendant 7 ans. C'est bien passé. Il était là, en tant que premier adjoint. Nous avons travaillé en synergie. Et je pense que c'est celui qui ne fait rien qui peut ne pas se tromper. Merci beaucoup. Moufta Walidou. Et 2 mots. Je crois que le déballage qui a été fait sur le plan financier n'honore pas notre pays, parce que les gens nous écoutent. Non, c'est pas bon. Que la première ville du Bénin gère comme ils ont voulu, que sa gouvernance financière soit celle-là, c'est catastrophe. C'est grave même pour notre pays. Elle ne peut pas être comme ça. Deuxième chose que je veux dire, il ne faut pas prendre les Béninois pour des imbéciles. Quand nous disons que dans le cadre de cette convention qui est donnée, si c'est de ça qu'on veut parler, qu'on aille sur le terrain politique, qu'on en parle, mais qu'on ne mélange pas. Parce qu'au fond, la question est là. Le problème, c'est là. Troisièmement, comme l'a fait M. Aïvodji. Ça fait 3 mois, vous avez dit 2 mots. Eh oui, et 3 maintenant. Et M. Aïvodji, comme il a dit, je voudrais m'adresser affectueusement et respectueusement au président Talon, qu'il évite de prendre les ouvriers de la 25e heure. Ils vont l'écarter de toutes les procédures
Ils vont l'écarter du droit positif béninois. Mais à la fin, c'est lui qui en répond. Aujourd'hui, il y a Ebony, c'est lui qui répond. Et vous avez bien vu, des gens qui trouvaient que ce qu'il faisait et qui l'éloignaient, on a vu. Donc, moi aussi, je lance cet appel pour dire, il faut que les gens ne mélangent pas la politique et la gestion. Il ne faut pas. Et enfin, à mon ami Deco, un peu d'humilité. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission qui consacre le droit de réponse du maire de la ville de Cotonou, Léadi Vinayon Soglo, à la suite de l'émission du dimanche dernier. Droit de réponse qu'il a exercé par la voix des deux invités que nous avons reçus aujourd'hui, Emmanuel Loko, ancien deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou et actuellement conseiller municipal. Mouftaou Alidou, directeur des services économiques et financiers de la mairie de Cotonou. C'est la fin de cette émission. Vous avez suivi maintenant toutes les versions. Sur chaque sujet, vous avez différents points de vue. À vous de faire vos analyses et de déterminer le côté où se situe, où se trouve la vérité. Notre rôle en tant que média, c'est de faire entendre toutes les voix. C'est la fin de cette émission, Ma part des vérités, que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Golf TV Africa et de Golf FM Africa. Portez-vous bien. Soir à partir de 20h30 sur Golf TV Africa, des documentaires, des magazines, des enquêtes, des analyses ou encore des émissions. La tranche 20h30, 21h est aussi la vôtre. Vous pouvez la solliciter pour faire réaliser et diffuser en direct une émission ou un entretien à votre demande. Golf TV Africa, priorité au direct. La direction générale du groupe de presse La Gazette du Golfe vous informe de la fermeture au plus tard, le 30 juin 2017, des antennes régionales Atakora, Donga et Alibori de Golf TV Africa, respectivement installées à Djougou et Malanville. Cette décision est la conséquence immédiate de la mise en œuvre du programme d'investissement du groupe. Ce programme prévoit la réaffectation des ressources financières allouées aux antennes régionales à fermer au financement d'autres priorités. Entre autres priorités, il y a l'amélioration de la réception de Golf TV Africa et de Golf FM Africa à travers le monde et à partir des smartphones, Android et tablettes. La direction générale du groupe de presse La Gazette du Golfe vous remercie de votre compréhension. Les médias du groupe de presse La Gazette du Golfe vous tiennent informés 24 heures sur 24. Et vous, que faites-vous pour être informé? Ne pouvant être partout à la fois, alertez-nous. L'alerte Golfe Média s'adresse à vous, les témoins des faits de tout genre. Vous résidez au Bénin ou à l'étranger et souhaitez lire, écouter ou voir dans l'un des médias du groupe des reportages, des enquêtes, des investigations, débats, etc. Appelez-nous ou écrivez-nous via WhatsApp sur le 00 229 63 00 95 19 ou le 00 229 63 00 95 20. Alertez-nous et nous allons informer le monde. Nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24. Alerte Golf Média, c'est votre information qui deviendra l'actualité du monde. La direction générale du groupe de presse La Gazette du Golfe vous informe de la fermeture au plus tard, le 30 juin 2017, des antennes régionales Atakora, Donga et Alibori de Golf TV Africa, respectivement installées à Djougou et Malanville.
Cette décision est la conséquence immédiate de la mise en œuvre du programme d'investissement du groupe. Ce programme prévoit la réaffectation des ressources financières allouées aux antennes régionales à fermer au financement d'autres priorités. Entre autres priorités, il y a l'amélioration de la réception de Golf TV Africa et de Golf FM Africa à travers le monde et à partir des smartphones, Android et tablettes. La direction générale du groupe de presse La Gazette du Golfe vous remercie de votre compréhension. Golf TV Africa et Golf FM Africa disponibles en live partout dans le monde par l'application Golf Media que vous téléchargez sur votre smartphone ou tablette, sur App Store pour les iPhones et sur Play Store pour les téléphones Android. Téléchargez l'application Golf Media et ça y est, votre chaîne vous suit partout et à tout moment. Sur le site internet www.golfgroup.com et sur le site, vous cliquez sur l'onglet Golf TV Africa pour regarder la télévision en direct et sur Golf FM Africa pour écouter la radio en direct. Golf FM Africa. Emmenez votre chaîne partout où vous allez sur la planète. Golf TV Africa, c'est vous qui décidez d'où vous voulez nous suivre. Golf TV Africa, la télé à votre portée. Golf TV Africa, priorité au direct. Golf TV Africa, désormais disponible en France. Recevez-nous sur le territoire français sur les box SFR ADSL numéro 613 ou sur les box numéricables et SFR BY numéricable numéro 777. Golf TV Africa, l'actualité du Bénin et du monde chez vous en France. Golf TV Africa, priorité au direct. Mesdames, Mesdemoiselles, nouvelle session d'actualité en direct de Djougou. Tout de suite, les titres à développer. Demain démarre le bal des examens de fin d'année avec le certificat d'aptitude professionnelle. Vous suivrez donc dans cette édition quelques conseils prodigués aux candidats et aux parents d'élèves en cette période des examens de fin d'année afin dans les départements de la Donga. Le collège dispose de la Donga. Nous avons fait le constat que vous suivez dans ce journal. Poser un acte et le regretter après est une habitude qui s'observe dans le rang du commun des mortels. Qu'est-ce que le regret? Équivaut-il à une ignorance? Nous en parlerons au cours de cette édition. Messieurs, les résultats de l'examen de fin d'année dans le département de l'Ouest ont été reluisants. Et ces deux départements pour le BPC et le baccalauréat pour le compte de l'année 2015 en cette période où éducatif dans la Donga afin de nous imprégner des dispositions en cours. Nous avons fini il n'y a pas longtemps les examens blancs et lorsque j'ai consulté les résultats, je me suis rapproché du censeur, du proviseur pour leur dire « Ah, il nous reste encore du travail à faire » parce que le visage qu'a présenté nos résultats de l'examen blanc, vraiment ça m'a inquiété. Et j'ai dit « Ah, nous avons du travail à faire ». Alors moi j'ai commencé par exhorter les collègues pour dire « N'attendons pas forcément les TD que l'établissement va organiser ». Nous avons presque fini les programmes. Le temps qui nous reste là, nous serons avec ces enfants pour ne pas les laisser.
ne pas les laisser pour qu'ils continuent à refaire et à revoir tout ce qu'on a fait avec eux l'année dernière. Et j'ai toujours dit à mes apprenants que le dernier de la classe peut réussir, peut toujours réussir. Il suffit de nous suivre, de reprendre ce que nous faisons avec eux et ça va toujours marcher. Mais les élèves ne nous comprennent pas. Les parents sont invités à nous aider. C'est-à-dire quoi? Nous allons leur parler à l'école. Mais lorsqu'ils retournent aux parents à la maison, que les parents continuent de les mobiliser, de leur dire, l'examen n'est pas encore passé, il faut toujours être dans les révisions. Mais ce n'est pas pour leur demander de veiller. Ce n'est pas qu'à tout moment, ils doivent être dans les études. Non. Il y a un moment pour étudier. On leur dit souvent, lorsqu'ils commencent qu'ils ont les maux de tête, laissez d'abord. Prenez un bain, reposez-vous et reprenez après. Donc, c'est de petits conseils qu'on invite les parents aussi à nous aider, à leur donner pour que nous ayons tous un bon résultat en fin d'année. Je voudrais que nous, professeurs, nous fassions le travail consciencieusement pour que les apprenants puissent tirer profit de ce que nous leur donnons comme savoir. Je veux dire à mes chers candidats qu'en réalité, les épreuves qu'ils auront le jour J, c'est des épreuves avec un niveau de difficulté qui leur est vraiment familier. Donc ce n'est pas différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire chaque jour en situation de classe. Et un candidat qui se prépare pour un examen, il doit se dire, il va ce jour-là pour mobiliser des connaissances notionnelles, des connaissances techniques, des capacités, des habiletés pour analyser une situation inédite que l'épreuve présente. Que les candidats pendant cette dernière semaine ne souffrent pas de petits moyens pour leur restauration et pour avoir donc de l'énergie nécessaire. Et qu'ils aient du temps de sommeil suffisamment prolongé pour leur récupération et une réorganisation donc de toutes les connaissances acquises dans la journée. C'est très important. À mes chers enseignants, je voudrais leur dire, nous entamons une période vraiment capitale dans les révisions. Ils seront vraiment les premiers comptables du résultat que nous aurons. Parce qu'on dit, il n'y a pas de mauvais candidats, il n'y a que de mauvais enseignants. C'est à eux de réfléchir en fonction donc du niveau de l'élève, arriver à moduler leur pédagogie et pour prendre en compte chaque type d'élève et pour qu'à la fin de l'année, les résultats soient vraiment au rendez-vous, au bon rendez-vous. L'année dernière, ce n'était pas trop bon. On était les premiers néanmoins au CEP, mais les autres examens, nous étions un peu mauvais et il fallait améliorer. Les candidats qui sont nos frères, nos enfants, nos sœurs, je leur demande vraiment de se concentrer et que ce qui va leur être présenté comme épreuve ne sortira pas de Dieu. C'est des humains sur la terre. C'est certainement ce qu'ils ont vu en classe qui va venir. Et donc, il y a des aptitudes à adopter devant une épreuve. La sérénité, la tranquillité, et puis réfléchir, parce que c'est des sujets d'actualité souvent qui viennent. C'est le vécu quotidien. Donc, il n'y a rien de sorcier qu'un candidat ne puisse pas régler. Pour éduquer un enfant, une élève, ce n'est pas forcément l'affaire des enseignants. Les enseignants font ce qu'ils peuvent à l'école. Mais le rôle de surveillance et de veille quotidienne que doivent jouer les parents, si ça manque, ça va déteindre un peu sur les résultats aussi. Donc, les parents doivent pouvoir jouer leur partition. Ils doivent pouvoir jouer leur partition parce que s'ils démissionnent, vraiment, les résultats ne seront pas au rendez-vous comme on le souhaite. Donc, vraiment, je souhaite que les jours des compositions des différents examens là soient des jours fastes pour les candidats de la Donga et de tout le département en général. Cette édition se poursuit. La bibliothèque est un édifice dans lequel sont conservés des livres mis à la disposition du public. Elle est également érigée au sein des écoles et constitue un bréviaire pour les apprenants. Dans la Donga, très peu de collèges disposent de ce lieu de savoir et de culture, et même dans les quelques-uns dans lesquels on retrouve des bibliothèques, elles restent très pauvres en documents. Voici le constat.
En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'écroule, dit Cite Amadou Ampateba dans son ouvrage intitulé « Aspect de la civilisation africaine » en sa page 21. Avant de connaître la source de cette citation, il a fallu qu'on se rende à la bibliothèque. Il y a de cela quelques années, l'infrastructure qui accueille apprenants et autres pour des recherches, la bibliothèque est un endroit où l'on trouve assez de documents pertinents pour enrichir sa culture. Et au niveau de nos établissements publics comme privés, la bibliothèque s'avère indispensable, surtout en cette période des approches par compétences, APC en abrégé. L'apprenant peut venir à la bibliothèque, fouiller dans les documents et avoir le sens d'une recherche personnelle. Nous sommes à la période des APC, approche par compétence, où il est dit que l'élève a aussi au moins une certaine représentation de ce que l'enseignant a l'intention de lui produire. Donc ça veut dire que désormais les apprenants doivent avoir accès plutôt à la recherche, à la connaissance. Et c'est ce lieu-là qui les accueille, qui leur permet de mieux mûrir les représentations initiales qu'ils ont à leur niveau, ce qui leur permettra au niveau des classes de se retrouver parfaitement par rapport aux compétences à développer. Et par conséquent, lors des évaluations, que ce soit formatives ou sommatives ou même certificatives, ça leur permet de se retrouver et d'être vraiment des éléments de produits compétitifs comme les APC objects. La bibliothèque, je me rappelle bien, c'est un lieu qui nous avait formés dans le temps, mais malheureusement aujourd'hui, il existe encore des bibliothèques dans nos établissements. La bibliothèque, c'est un lieu où on stocke les documents, où les enfants iront approfondir leur connaissance peut-être après le cours donné par le professeur. Même nous, les professeurs, c'est là aussi on doit aller faire des recherches pour approfondir aussi nos connaissances, pour parfaire nos connaissances avant d'aller en classe. La plupart des apprenants que nous étions hier et ceux qui sont même encore apprenants aujourd'hui, combien de parents ont des moyens pour prendre les documents à leurs élèves, à leurs enfants élèves, pour pouvoir s'en sortir. Je crois que c'est un centre qui permet aux enfants de riches comme aux enfants de pauvres de se retrouver pour avoir les documents nécessaires afin de pouvoir s'en sortir. De nos jours, la plupart de nos établissements publics comme privés ne disposent pas d'une bibliothèque, ce qui constitue un véritable handicap pour les apprenants et doit amener les enseignants à redoubler d'ardeur afin de parfaire leurs prestations dans nos salles de classe. Le manque de bibliothèque a un impact sérieux dans ce que nous attendons vraiment de nos apprenants. Quand cette infrastructure manque, ça fait déjà un handicap dans le côté de recherche des apprenants. Ça fait déjà un handicap. Alors, ça veut dire que désormais, le plus gros lot va revenir aux enseignants-chercheurs pour amener les enfants, donc pour les contraindre à avoir ne serait-ce que des supports, parce que sans les supports, ils ne peuvent pas être à la hauteur de ce qui est attendu d'eux. Donc, les supports supposent aussi des frais de photocopie, des renvois pour frais de photocopie. Donc, et tout cela, vraiment, ça crée un déséquilibre grave. Ainsi donc, nombre d'apprenants ne s'intéressent plus à la bibliothèque, même dans les rares établissements qui en disposent. Aujourd'hui, la plupart de nos collèges n'en disposent pas. Même ceux qui disposent de bibliothèques, là, il faut aller voir ce qu'il y a dedans. C'est des documents, des livres qui ne sont plus compatibles à la réalité. C'est des livres de passé, même quand on fuit à rien, et si bien que les élèves ne s'intéressent plus, les professeurs ne s'intéressent plus. Dommage, sinon la bibliothèque, autrefois, c'est elle qui formait, c'est là où on allait pour se cultiver, c'est là où on allait pour se former. Même les professeurs, la punition, on dit on te colle 2 heures, on te colle là. Entre-temps, ce n'était pas ça. Si le professeur de l'élève veut te punir, là, il te donne 2 heures de recherche à la bibliothèque et tu vas là, vraiment, ça nous avait formés. Même les collèges qui en disposent aussi de ces genres de bibliothèques, aujourd'hui la fréquentation est faible. Ça suppose qu'il faut alors vraiment repasser à la sensibilisation de nos apprenants pour qu'ils comprennent que la bibliothèque reste toujours la bibliothèque
et que rien ne peut changer, rien ne peut prendre la place de la bibliothèque. Parce que tout ce qu'il y a au niveau de la bibliothèque, on ne peut pas changer cela par autre chose. C'est vrai, aujourd'hui, ils sont connectés tellement. S'ils ne sont pas WhatsApp par ici, c'est Facebook par ici, et ils pensent qu'ils ont déjà la totalité des informations. Surtout qu'ils ne cherchent même pas les vraies informations. Alors, ils pensent être connectés au monde, mais au fait, ils sont déconnectés. Alors, il faut alors de la sensibilisation pour leur faire comprendre que ce qu'on veut d'eux, ce que la bibliothèque a comme atout, il faut vraiment aller à la bibliothèque pour découvrir cela. Et qu'ils cessent de penser que on peut remplacer la bibliothèque par autre chose. Donc, s'il y a de ces cas-là, nous exhortons les administrations de ces établissements à sensibiliser les apprenants et à les amener à visiter ces infrastructures, ces lieux de recherche pour vraiment se parfaire. L'évolution du monde, les progrès technologiques ont pris le pas sur les anciennes méthodes d'acquisition de savoir. L'ascension n'est pas un mal en soi, mais la bibliothèque reste et demeure un breviaire. Les différentes structures en charge de l'éducation au Bénin doivent désormais changer de fusil d'épaule pour que chaque établissement puisse avoir sa bibliothèque avec le minimum de documents qu'il faut. Ce qui fera mériter à notre pays le titre de quartier latin de l'Afrique. Un dernier élément avant de mettre fin à cette édition. Le regret est un chagrin de cœur qu'un individu ressent après avoir posé un acte qu'il reconnaît finalement comme une erreur. Il se manifeste le plus souvent par le mécontentement. Qu'est-ce qui peut donc amener un individu à regretter ses propres actes? Suivez ce reportage pour la précision. Moi, ce que j'ai regretté, j'ai eu des échecs à l'examen parce que je n'apprenais pas correctement. On suit des amis, on n'apprend pas correctement. Quand tu as une amie, ce qu'elle fait, tu la copies. C'est maintenant que j'ai pris conscience. À l'école, un jour, je décide de ne pas aller à l'école. Et le lendemain, arrivé à l'école, on me dit qu'ils ont fait une interrogation.